Alors, pourquoi la victoire de Trump est salvatrice pour l'Europe? Jean-Pierre Petit. Alors, d'abord, évidemment, le discours convenu en Europe, c'est de dire que c'est horrible, bien évidemment. On se demande d'ailleurs pourquoi il y a eu 74 millions d'Américains qui ont mis leur bulletin Trump dans l'urne en novembre 2020. C'est-à-dire plus qu'en novembre 2016. Parce que le taux de participation était plus élevé. On se demande quand même, hein. Ils sont bêtes, hein, ces Américains. Alors souvent, on présente d'ailleurs de façon très caricaturale en Europe les électeurs de Trump. On prend d'ailleurs les abrutis, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, qui ont investi le Capitole le 6 janvier 2021. Ceux qui se faisaient prendre un selfie dans les bureaux, enfin c'était ridicule. Ils sont en prison maintenant. Voilà d'ailleurs, voilà où ils sont. Donc, mais c'est pas du tout ça, parce que moi j'ai discuté avec des Américains de la côte est et de la côte ouest. Ils peuvent être favorables à Trump, tout en reconnaissant d'ailleurs les défaillances personnelles, son agressivité, sa désinvolture, sa volatilité, enfin bon bref, son imprévisibilité, etc. Oui, imprévisibilité. Il vote quand même pour Trump. Alors d'abord parce qu'il y a Biden en face. D'ailleurs, c'est un Biden qui est un handicap en soi. Et puis ensuite, alors tu me parles de l'Europe. Alors moi je pense la phrase Trump est salvateur pour l'Europe, elle est signée Jean-Pierre Petit dans ce SMS du matin. Oui, mais je vais expliquer dans 2 secondes. C'est parce que je pense que l'Europe a besoin de régulateurs pour faire face à son déclin. On l'a vu d'ailleurs sur les dernières années, son abdication en termes de souveraineté, que ce soit énergétique, technologique, sanitaire, alimentaire, etc. On en a pris plein la figure. Et Trump, au moins, nous secoue. Il nous a secoués. Il nous a sortis de notre apathie, de notre lenteur, de notre irresponsabilité, notamment dans les domaines clés de la souveraineté, l'énergie, la défense, etc. De notre complexité. Il nous secoue. On a besoin de régulateurs. Il y a 20 ans, quand j'étais broker, j'avais fait un papier sur la maladie infantile de l'Union européenne en reprenant le célèbre ouvrage de Marx. Et on en est toujours là. On est une adolescente attardée d'une certaine manière. On refuse le concept de puissance, alors que depuis 20 ans, le concept de puissance dans le monde revient massivement. On a un discours de vertu, de morale, etc. Le reste du monde n'a que faire de notre morale, de notre vertu, alors qu'on décline à peu près, l'Union européenne décline à peu près dans tous les domaines. Donc on a besoin d'être secoué. Et il nous a parce que regarde, sur des débats qui reviennent massivement aujourd'hui, comme l'immigration. Ceux qui ne maîtrisent pas l'immigration ont de très bonnes chances, au regard de l'histoire longue, de connaître des chocs majeurs. Eh bien, on a refusé le débat depuis 40 ans ou 50 ans sur l'immigration. Et regardez la Suède. C'est très intéressant, la Suède. Ce qui se passe en Suède aujourd'hui, qui a complètement échoué depuis une vingtaine d'années dans ce domaine. L'immigration, on refuse. Alors lui, il le traite de façon totalement caricaturale. Je suis d'accord, il est disruptif sur l'immigration mexicaine. Mais au moins, il a le mérite de nous secouer, de nous réveiller d'une certaine manière. Parce qu'on a besoin de régulateurs. Il n'y a pas de régulateurs en Europe, mes amis. La Commission européenne, elle est prise par ses fonctionnaires, par sa bureaucratie, par les lobbies aussi. Il ne faut quand même pas non plus être naïf là-dessus. On n'est pas gouverné. Et on le voit sur l'agriculture. Aujourd'hui, on est en train de faire des allers-retours, etc. Parce qu'on s'aperçoit seulement maintenant, on est à la course après les événements, d'une certaine manière, des effets complètement pervers, des normes, des taxes dans le domaine de l'agriculture, et qui nous font perdre de la substance en termes de puissance agricole. C'est ça la réalité aujourd'hui, mes amis. On peut en placer une. Bon, en tout cas, je fais la transition et Christian de Boissieu va réagir. Plus qu'un plaidoyer de Trump, Jean-Pierre, c'est plus un réquisitoire de l'Europe que j'ai entendu. Non, mais moi, c'est Christian de Boissieu. Jean-Pierre, je suis d'accord avec le point de départ, c'est-à-dire que l'Europe est le spectateur qui regarde la balle de ping-pong passer au-dessus du filet sur 2 sujets. Le monde, aujourd'hui, est à l'articulation de 2 conflits. Le conflit Est-Ouest et les problèmes Nord-Sud. La montée du Sud global. Le sommet des BRICS au mois d'août dernier, pour moi, a été un événement important avec l'élargissement et l'affrontement, accentué entre le Nord et le Sud. Et par rapport à ces 2 conflits qui mènent le monde aujourd'hui, l'Europe est absente. Bon, donc j'ai le même point de départ. J'en tire pas nécessairement les mêmes conclusions. Pourquoi ? Parce que pour moi, ce qui a réveillé l'Europe, c'est pas nécessairement Trump. Ce qui a réveillé l'Europe, si je puis dire, c'est Poutine aujourd'hui. C'est la guerre en Ukraine. En matière de défense, on commence à s'interroger. C'est léger, hein. C'est poussiéreux quand même. Oui. C'est léger. Laissez-le terminer. Donc, attendez, laissez-moi terminer. Vous pouvez toujours être sceptique sur l'Europe. Moi, je suis plus intéressé par être positif que négatif dans la vie. Bon, et donc, la situation, j'ai commencé par dire qu'elle me plaît pas.
une Europe absente. Donc, je répète, la pandémie nous a fait bouger, malheureusement, parce qu'il y a quand même eu une politique européenne des vaccins, quoi qu'on en dise. On commence à faire des progrès en matière de défense. C'est trop lent. C'est trop lent. Je veux dire, on a un pilotage de l'Europe qui est fondé sur les sujets importants, sur la règle de l'unanimité qui nous bloque. Que ce soit le social, la défense, la fiscalité. Voilà. Donc, nous butons sur des problèmes institutionnels et il faut l'unanimité pour lever l'unanimité. C'est le cercle vicieux dans lequel nous sommes. Et je suis d'accord avec le fait que les événements agricoles actuels montrent non seulement les lacunes, mais les problèmes posés par la politique agricole commune qui a été conçue il y a, j'allais dire, à 50 ans, 60 ans, et qui n'est plus adaptée aujourd'hui. Donc, je répète, moi je trouve que Jean-Pierre accorde beaucoup de crédit à Trump. Ce qui nous fait bouger, ce qui nous a fait bouger en Europe, c'est plutôt des événements exogènes, comme la pandémie, exogènes pour nous, comme la guerre en Ukraine, ses conséquences en matière d'énergie, en matière de prix alimentaires. Et tout ça n'avance pas assez vite. Et je ne pense pas que ça soit Trump qui va faire avancer l'Europe. Magnifique plaidoyer pro-Trump, m'écrit Jean-Paul, et réquisitoire anti-UE de Jean-Pierre Petit. Quel courage, bravo, écrit-il, le digne successeur de Marc de Citivo. Oula. Alors, juste un point, je vais juste rebondir sur ce que... Parce que la remarque de Christian... Pas trop long, parce que je voudrais quand même que... est juste, par certains côtés. Je vais juste prendre l'attitude vis-à-vis du mercantilisme chinois. Oui. Bon. Qu'est-ce qu'on dit, un grand nombre d'économistes dit en 2016, lorsque Trump est élu, il va y avoir une vague protectionniste, etc. Qu'est-ce que fait son successeur Biden? Non seulement il maintient, mais il étend le protectionnisme. Par rapport à la naïveté occidentale, il faut bien le dire, depuis au moins une vingtaine d'années, depuis au moins l'adhésion à l'OMC. Qu'est-ce que fait la Commission européenne, Thierry Breton, aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on fait? On fait pareil. Alors qu'on criait, on lançait des cris d'orfraie il y a 7 ans. On fait du Trump. Excuse. Donc là, tu vois, là, t'as la conséquence directe. Au moins, il nous a remué là-dessus. Au moins, il nous a sur le mercantilisme. Je suis d'accord. Mais c'est pas lui qui fait avancer l'Europe en tant que tel. Non, mais Stéphane. Non, mais il n'est pas là pour ça. D'ailleurs, il méprise l'Europe. Il s'en fout. Il va aller voir Poutine. Non, parce que ta thèse, c'était dire indirectement par ses attitudes, il nous oblige à. Ouais. C'est comme ça que ça. Non, mais je pense que Trump est l'excuse de Jean-Pierre pour pouvoir faire justement son réquisitoire sur le manque de leadership en Europe, parce que j'aime pas le terme régulation. Jean-Pierre a raison. Tu sais, régulateur, j'aime pas ça. Non, mais c'est pas de la bureaucratie. Non, je sais, mais tu sais, le mot régulateur, c'est l'ajustement. C'est l'ajustement. En économie, on a besoin de s'ajuster. En fait, en Europe, on a besoin d'un leadership, c'est pas nouveau. Je vais pas ajouter grand-chose, que vous avez dit des choses très justes. Moi, je dirais juste une chose. Mais tu viens juste de le rappeler. En fait, les administrations américaines, qu'elles soient démocrates ou républicaines, et la bien-pensance européenne, et en particulier en France, fait que naturellement, on préfère les démocrates, on va pas se mentir. En particulier, Clinton a été adoré en France. Alors Obama, j'en parle même pas. Évidemment, là, on était tous derrière Biden, comme si Trump était le grand méchant loup. C'est sans doute quelqu'un de pas forcément appréciable à titre personnel, mais c'est pas ce qu'on lui demande. Non. On lui demande d'être président des États-Unis. Après, pour tout ce qui est économie, marché, dérégulation, il y a plein de choses qu'il a fait excessivement bien. Et dans son espèce de côté éléphant qui casse tout. En revanche, quand il met les sujets sur la table, de façon sans doute des fois très très maladroite, lui a cette capacité à faire bouger. Et la preuve, c'est que derrière, le successeur n'a rien fait. Et le prédécesseur avait fait des choses aussi de la même manière, en tordant le poignet des Asiatiques, des Européens, etc. Obama aussi avait fait du protectionnisme. Maintenant, je dis juste une chose, parce que la seule chose, et c'est pas contre Trump, il faut faire juste attention à cette notion-là, parce que moi, personnellement, je n'appelle pas un leadership européenne à la Trump. C'est-à-dire que si pour être capable d'aller se bagarrer contre l'Amérique trumpiste demain, il faut avoir des Trump à l'européenne, je suis pas sûr, en tout cas c'est pas ce que j'ai envie de voir vivre pour mes enfants dans l'Europe de demain. Tu vois ce que je veux dire? C'est parce que si on se retrouve avec des Orban, avec des Poutine, avec des machins, ça va être sympa. Si on l'a pas, eh bien tu l'auras quand même. C'est ça que je veux dire. Mais on l'a déjà. Tu vois ce que je veux dire quelque part? Très faible. Enfin, très faible. Orban, il ne représente pas grand-chose. Mais je partage l'avis. L'histoire du contrat avec la Nouvelle-Zélande ou avec l'Australie, je me souviens plus, que les Américains nous ont piqué. C'est pas Trump, c'est Biden. Donc les Américains, quel que soit il a maintenu les mesures protectionnistes. Quel que soit leur camp, ils n'ont jamais rigolé sur ça. L'économie est une chose, la politique est une autre chose aux États-Unis. Donc Trump, Biden, même combat sur l'économie, en particulier à la relation internationale. Notre refus de regarder l'immigration, le débat interdit sur l'immigration. Tu as l'AfD actuellement à 22% en Allemagne.
tu as une aile de l'AfD qui est vraiment dans la dynamique de l'extrême droite traditionnelle, historique. Je ne parle pas de Marine Le Pen qui n'a rien à voir avec l'extrême droite, tout ça. Je parle de l'AfD actuellement. La première puissance européenne. Et dans un certain nombre de lenders de l'Est, ils sont à 35, des niveaux absolument hallucinants. Si on continue comme ça, avec en France, alors je parle de la France, l'attitude du Conseil constitutionnel, etc. Si on continue dans la thématique de l'impuissance publique des démocraties, c'est ça la vraie question, qui s'est auto-paralysée dans toute une série de domaines, notamment l'immigration, mais dans d'autres domaines, le système éducatif, la santé et même les fonctions régaliennes traditionnelles, là, ça va encore grossir. C'est exactement ça qu'on va voir. Et je suis pas sûr, Jean-Pierre, que la pression mise par un Trump arrange ça, parce qu'on va réagir dans l'urgence. Vous dites, le terme régulation est... Moi, je pense que pour moi, le bon terme, c'est le problème de la gouvernance. C'est le problème de la gouvernance. On a une gouvernance économique et politique de l'Europe qui n'est pas du tout à la hauteur des enjeux d'aujourd'hui. Nous nous sommes bloqués par des mécanismes institutionnels. Je parlais de la règle de l'unanimité sur les questions vitales que je rappelais. Et alors, le traité de Lisbonne, je vais pas revenir dans les détails, avait ouvert la voie, la possibilité d'avancer un certain nombre, ceux qui le veulent et ceux qui le peuvent. Et quand vous regardez, alors on a avancé sur les problèmes de divorce, on a avancé sur certains sujets à moins que 27, mais par exemple... Sur des sujets financiers, on n'a pas avancé non plus. Je veux dire, on est bloqué. Et moi, personnellement, qui suis plutôt optimiste dans la vie et qui préfère le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide, je ne sais pas comment on sort vraiment de ce cercle vicieux institutionnel dans lequel il faut l'unanimité pour remettre en cause l'Union. On va élargir l'Union européenne. Oui, mais ça, c'est la fuite. À l'Ukraine. C'est la fuite. C'est la fuite en avant. Jacques Delors, paix à son âme, avait raison de dire qu'on ne peut pas faire à la fois l'élargissement et l'approfondissement de l'Europe. Surtout quand les grands moteurs de l'Europe aujourd'hui ont à leur tête des personnalités politiques extrêmement différentes. L'Italie à l'extrême droite, les Allemands dans les choux complets. Mélanie. Non, mais c'est l'extrême droite italienne, c'est l'extrême droite. Oui, mais je veux dire, tu peux pas les mettre autour de la. C'est pas une politique d'extrême droite traditionnelle, l'Italie aujourd'hui. Mélanie, c'est compliqué en Italie quand même le mot extrême droite. Ils vont quand même avec des pincettes. Mais quand en face tu as les Allemands orthodoxes qui arrivent et qui font franchement pas grand chose de bien en ce moment. Le couple franco-allemand avance moins. Quand t'as plus les leaders, c'est difficile d'aller dire aux moins importants, t'as plus le droit de voter. Alors que la conclusion de cette séquence, c'est qu'on restera le fidèle de la table de ping-pong et qu'il n'y a pas de solution. Voilà, en fait. On restera le fidèle de la table de ping-pong. Je vais prendre un exemple concret. À Davos, le président Macron a dit, pour financer une partie de la transition énergétique écologique, pourquoi pas émettre une deuxième vague d'emprunts mutualisés. C'est ça, d'eurobonds, Bon, on avait fait 750 milliards d'euros au moment du Covid. Bon, l'autre jour, je rencontre, je ne vais pas le citer, un responsable allemand qui dit... Pas possible, la Cour de Karlsruhe va bloquer. La Cour constitutionnelle de Karlsruhe va bloquer. Voilà, on se prend nous-mêmes les pieds dans le tapis. Non, la zone euro ne sera jamais une zone monétaire optimale. L'Union européenne ne sera jamais gouvernable avec... Non, mais on peut quand même faire des progrès dans la gouvernance économique et politique de historiquement, sauf si on donne des clés aux Allemands. On les écoute. En fait, il faut laisser les clés aux Allemands. Parce qu'on a déjà eu 4 ans de Trump. Et 4 ans de Trump, peut-être que ça nous a un peu secoué, mais ça ne nous a pas fait tant progresser que ça sur les quantités d'éléments que vous avez cités, Jean-Pierre, de dysfonctionnement européen. Non. Si Jean-Pierre a raison, ça a fait réagir sur certains sujets. Les microprocesseurs. En fait, je veux dire, c'est un processus lent. C'est pas voilà. On a un mec disruptif et qui en plus est le principal. Enfin, c'est l'homme le plus puissant au monde. Surtout un type comme qui va vouloir gouverner, intervenir, agir. Bon. Je ne sais pas si vous êtes convaincus, vous qui nous écoutez. Il y a pas mal de réactions. J'ai pas eu le temps de tout lire.